Bonsoir à tous. À la une de ce journal, ils sont déjà 6 postulants ayant fait acte de candidature à Elecam. Pendant ce temps, des batailles politiques se dessinent et livrent des scènes choquantes où des gadgets aux effigies du MRC ont été brûlés lors d'un meeting du RDPC, le parti au pouvoir. Comment la toile s'est-elle embrasée après de telles scènes? Quels sont les enjeux de la campagne présidentielle sur les réseaux sociaux? Quel rôle compte jouer la société civile dans cette dernière ligne droite? Ce sont les éléments qui constituent le chapitre politique du 20h. Cette fièvre électorale est moins dangereuse que l'épidémie de choléra. Elle a déjà fait un mort selon un bilan officiel et près de 43 cas enregistrés au nord et à Yaoundé. Dans ce journal, nous allons évaluer les mesures gouvernementales prises jusqu'ici pour contenir l'épidémie de choléra. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le bâtonnier Akeremona et Isaac Feuzeux ont rejoint des postulants ayant fait acte de candidature à Elecam, l'avocat au barreau du Cameroun, mais aussi cet homme politique Isaac Feuzeux qui n'en est pas à sa première expérience, fait partie de ces candidats en lice pour cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Nous faisons le point sur les dossiers de candidature déjà déposés à Elecam dans ce reportage de Élisée Bogba et Ike Cyril. Déjà 6 candidats inscrits dans la course à la présidentielle au Cameroun. Le premier d'entre eux, Boboro Kekomo, a déposé son dossier de candidature jeudi 12 juillet dernier. Ancien fonctionnaire du ministère des Finances, notamment de la direction du Trésor, Boboro Kekomo est en retraite depuis quelques années à Obala, dans le département de la Léké, région du centre. Le candidat indépendant qui tire sa conviction du mouvement des travailleurs camerounais, MTC, veut développer le Cameroun à travers l'agriculture. Deuxième sur la liste, Bertin Kissop, celui qui se présente comme un prophète, avait parlé sur sa propre mort le 29 juillet 2015 à 11h au lieu dit poste central à Yaoundé. Resté finalement en vie, Bertin Kissop se présente sous la bannière du Cameroun Party for Social Justice CPSJ. Son dossier a été reçu à Elecam le 13 juillet 2018. C'est ce même 13 juillet que le dossier de Paul Biya a été déposé. En poste depuis 1982, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, brigue un 7e mandat à la tête de l'État. Le dossier de Maurice Kamto a également été déposé le 13 juillet 2018. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui en est à sa première tentative, se présente comme le tireur de pénalty qui va qualifier le Cameroun. 2 dossiers de candidature ont été déposés ce 16 juillet. D'abord celui de Isaac Feuzeux, le leader du mouvement pour l'émergence et le réveil citoyen, Merci, qui était déjà là en 2011, compte faire un meilleur score cette fois. Ensuite, Maître Akeremona, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, lui aussi a déposé sa candidature. Il est investi par le Front populaire pour le développement, FDP. Au dernier pointage donc, déjà 6 dossiers de candidature reçus à Elections Cameroun. Les retardataires ont jusqu'au 19 juillet prochain pour déposer leur dossier. Et une autre candidature qui vient d'être déclarée pour cette élection présidentielle, celle du nommé Etondé, candidat indépendant. Il a réuni les hommes des médias ce jour à Douala pour leur faire part de son désir d'accéder à la magistrature suprême. Il se présente comme le fils d'un instituteur et d'une ménagère. Candidat libre, Etondé dit vouloir représenter la jeunesse. Il prône la compétence, la justice, la paix sociale
et le développement économique du Cameroun. Entre autres mesures d'un Cameroun prospère, le candidat déclaré Tondé promet l'amnistie générale aux prisonniers sur le triangle national et un gouvernement de 15 ministres au trop, a-t-il fait savoir dans sa déclaration. Les premières batailles politiques sont déjà observées sur le terrain dans la perspective de cette présidentielle. Des batailles politiques qui livrent des scènes jugées choquantes, des scènes où des gadgets aux effigies du MRC ont été brûlés lors d'un meeting du RDPC, le parti au pouvoir, un meeting auquel le président de l'Assemblée nationale a pris part, des actes qui ont été critiqués sur la toile qui s'est enflammée durant ce week-end, évocation avec Gladys Didier. Un scandale, un acte de vandalisme, porté qui plus est par la troisième personnalité du pays. L'image des partisans du RDPC brûlant les symboles du MRC dans l'extrême nord n'a rien à voir avec la politique, selon de nombreux observateurs qui ont marqué leur indignation sur la toile. Plusieurs personnalités ont réagi, certaines se qualifiant de révolutionnaires, condamnent avec la dernière énergie l'acte ignoble de Cavaillé Djibril. D'autres parlent des images de la honte inacceptable. Des internautes toujours parlent d'un aveu d'échec du RDPC qui vient de donner la preuve que la véritable force de l'opposition, c'est le MRC. Ils ont vite fait de tirer leurs conclusions en indiquant que l'acte du président de l'Assemblée nationale est le résumé de ce qu'est devenu ce pays. La risée de l'Afrique, la honte du monde, un geste de caniveau. C'est par voie de communiqué que le MRC a répondu à cet acte du RDPC dans l'extrême nord. Selon le communiqué rendu public par la cellule de communication du parti de Maurice Kamto, il s'agit d'un acte grave, de surcroît prémédité et minutieusement préparé. Toujours selon ce communiqué, le MRC se dit plus que jamais convaincu que l'alternance reste possible et dans la paix, nonobstant le funeste message envoyé depuis Marois par Paul Biya et les siens. Le MRC a promis de se battre afin qu'une enquête judiciaire soit ouverte et débouche sur la punition des cadres du RDPC, dont le président de l'Assemblée nationale, qui ont incendié ou contribué à incendier ses effigies le week-end à Marois. Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, poursuit sa série de meetings dans la région de l'extrême nord. Restons sur les réseaux sociaux, là où Paul Biya a décidé d'annoncer sa candidature à cette élection présidentielle à travers un tweet. Vous l'avez certainement observé, vous qui êtes férus des réseaux sociaux, des milieux où des différents candidats à cette élection présidentielle se livrent une bataille sans merci pour aguicher des internautes, mais aussi mobiliser un électorat assez important entre Facebook et Twitter. La campagne présidentielle va aussi se jouer sur les réseaux sociaux. Analyse des différents universitaires dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain se fera aussi dans les réseaux sociaux. Le ton donné par les candidats à la candidature depuis des mois et récemment l'entrée en scène de Paul Biya via son compte Twitter l'indique suffisamment. Le choix de parler aux électeurs présents sur Facebook, Instagram ou Twitter n'est donc pas anodin. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen de transmission des messages, un moyen de transmission des projets. Donc c'est devenu aujourd'hui un moyen incontournable. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, si vous ne les maîtrisez pas, c'est que vous êtes très en arrière. Or, les partis politiques, les leaders politiques commencent à comprendre que pour essayer de saisir davantage le peuple, il faudrait utiliser cet instrument qui est un instrument plus rapide, un instrument plus efficace dans le message qu'on voudrait passer. Donc, il est très difficile aujourd'hui pour les leaders politiques de s'en séparer. L'exemple de Barack Obama, qui avait conquis plusieurs électeurs sur les réseaux sociaux en 2009, lors de la présidentielle américaine, peut-il être aussi porteur au Cameroun? La réponse est oui. Le président de la République s'inscrit dans la modernité numérique, c'est-à-dire qu'il voudrait que, justement, pour faire passer le message, on peut utiliser un moyen comme Twitter. Le président de la République n'a pas été le seul à utiliser cette voie. On se rend compte que bien avant lui, Akeremouna a également utilisé la même voie. Il est passé par le canal Twitter pour annoncer, il avait tenu
une adresse à l'endroit du peuple camerounais, il avait utilisé l'espace Twitter. Donc ça veut dire tout simplement que c'est devenu aujourd'hui un canal approprié, je le pense, qui permet donc de facilement toucher le public. Il n'est donc pas étonnant de voir des pages Facebook et bien d'autres se multiplier pour véhiculer les messages des acteurs politiques au Cameroun. Restons dans ce chapitre politique pour évoquer ce meeting de soutien à Paul Biya, boycotté par le sénateur Grégoire Mbamba dans le département de l'Océan, alors que Jules Dorendongo, qui est président de la délégation départementale du RDPC, a organisé un meeting qui s'est tenu à Kribi. Le fauteuil du sénateur Grégoire Mbamba est resté vide durant tout le long de ce meeting et quelques autres personnalités du RDPC ont également répondu aux abonnés absents durant ce meeting du RDPC, meeting de soutien au président de la République, à Paul Biya, candidat du RDPC à cette élection présidentielle. La situation socio-politique du Cameroun préoccupe la société civile. Elle plaide pour un cessez-le-feu dans les régions anglophones et à 3 mois de l'élection présidentielle, elle reproche au chef de l'État d'avoir violé le code électoral. Emmanuel Diop et Marcelin Gansap. Prenant acte de la convocation du corps électoral pour le 7 octobre 2018, Dynamique citoyenne dénonce tout de même la violation de la loi pour ce qui est de la prorogation du mandat des députés. C'est le 21 juin que le délai imposait la convocation du corps électoral pour les législatives et le 27 juin pour les municipales. Mais le chef de l'État a plutôt promulgué le 11 juillet une loi pour la prorogation. Je crois qu'il a réussi son coup. Il va contrôler maintenant les députés et les conseillers municipaux dont la légitimité relève de son décret. Qui plus est, le président de la République a fait fi des appels pressants de l'opposition et de la société civile concernant la révision de certaines dispositions du code électoral et notamment l'âge requis pour participer au vote. Au Cameroun, il y a 3 majorités. À 16 ans, vous pouvez fonder une famille, vous pouvez vous marier. À 18 ans, vous pouvez aller en prison pour les actes que vous avez posés. Mais vous n'avez pas le droit de choisir le chef de l'État qui doit vous diriger, ni votre conseil municipal, parce que la majorité électorale est à 20 ans. Ne fût-ce que ça, le chef de l'État pouvait nous concéder ça, en disant que la majorité électorale est à 18 ans, au moins. Mais il ne l'a pas fait. Nous comprenons qu'il a peur des jeunes, parce que les jeunes de 15 à 35 ans, 40 ans, sont peut-être 70%. Si on abaisse ça, on va avoir plein de jeunes qu'on ne pourra pas bien manipuler. Le contexte sécuritaire et sociopolitique préoccupe également Dynamique citoyenne qui plaide pour un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Surtout que la crise dite anglophone commence à déborder sur d'autres régions, notamment le littoral et l'ouest du pays. Les gens vont aux élections sachant bien que tout est vicié et ils ne dénoncent rien. Et on a cité Kawala parce qu'elle, au moins, elle a dit que tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a ceci, je ne vais pas aux élections. On demande le cessez-le-feu. Donc, ce que DC recommande, c'est que le discours cesse d'être un discours de guerre. Et comme la guerre est devenue asymétrique, est-ce que ce sont encore les rebelles ambazoniens qui font tout ça? Parce que, chemin faisant, même les bandits peuvent profiter pour entrer dans la danse. Parce que les ambazoniens, nous dit-on, veulent une république, l'Ambazonie. Quand ils vont à Fongo Tongo, c'est encore l'Ambazonie là-bas. Difficile dans ces conditions de déployer le plan d'assistance humanitaire d'urgence. La récente attaque du convoi du ministre de la Défense est un signal de ce que l'adversaire n'entend pas reculer. Parlons à présent de ces viols sur mineurs enregistrés à Ezeka dans le département du Nyong-Ekele. Des familles sont sous le choc. Des victimes sont sans voix à la suite de ces dénonciations de viols perpétrés depuis de nombreux mois dans cette localité sous le regard impuissant des familles. Une plainte a permis de lever le voile sur l'horreur commise sur des filles mineures à Ezeka. Reportage avec Joël Niem et Flavien Valondongo. Cet tissu blanc teinté de sang et jeté dans les herbes est la pièce à conviction du viol de la petite Hiebga. Sortie du domicile familial pour mener à bien son activité de vacances, la fillette de 11 ans a été déroutée par un conducteur de moto-taxi qui lui a proposé d'écouler sa marchandise dans un chantier dans la ville d'Ezeka. C'est que l'enfant explique
qu'il y a un mototaximan qui lui a appelé. Il lui a demandé que combien, tu vends le fourreau à combien. Il est venu, il a traversé la route. Là, le personnel lui demande que non, attends, il y a un chantier quelque part que les gens veulent le fleurer. C'est là où il dit à l'enfant de monter derrière la moto pour lui venir montrer là où il y a le chantier. C'est là où il amène l'enfant ici, là où on est présentement, pour venir le violer ici. Dans la broussaille où le viol est survenu, pas de chantier, encore moins d'ouvriers présumés acheteurs. Mais la fillette, qui a réussi à retourner au point du départ, avoue avoir été violée par son transporteur de fortune. Mais j'ai vu quand même quand il portait la fille sur la moto. Dès que la fille rentre alors maintenant, qu'elle a été violée. Et la fille déclare que le gars qui m'a porté ça aujourd'hui, il m'a dit que non, il a un chantier ici. Elle vient vendre les fleurs ici. Or, on venait la violer. Et dès qu'elle m'a expliqué alors que non, la personne qui m'a porté là devant toi, c'est lui. Je leur ai dit que non, je connais la personne, on va le récupérer. Alors que la petite Yebga est conduite à l'hôpital pour des soins, une opération de chasse à l'homme est engagée dans la ville pour mettre la main sur le présumé auteur du viol, qui, comble de malheur, a été interpellé et confié aux éléments de la brigade de gendarmerie des ECA. Les cas de viol sont légion dans cette ville, où l'or ne cesse d'attirer des personnes venant des horizons divers. Précisons que des jeunes filles de 14 à 24 ans sont les plus infectées par le VIH-Sida. Ce sont des chiffres du ministre de la Santé publique qui note que 40 000 infections ont été enregistrées au cours des 12 derniers mois. Il évoque ce contraste entre des millions de préservatifs distribués et ces infections qui continuent de toucher des jeunes filles au Cameroun, notamment le VIH-Sida. Et au-delà de cette pandémie du sida, il y a une épidémie de choléra qui fait des ravages au Cameroun. Déjà, un mort enregistré selon un bilan officiel et 43 cas traités entre des districts de santé au nord et du côté de Yaoundé. Le gouvernement tente de rassurer sur les mesures mises en place pour contenir cette épidémie, mais la réalité est tout autre. C'est le constat que font nos reporters Élisée Bogba et Ike Cyril. Le choléra est de retour au Cameroun. Pas moins d'une 50aine de cas ont d'ores et déjà été enregistrés, dont un à Yaoundé, la capitale. Face à cette résurgence de la maladie, les pouvoirs publics pointent le non-respect des règles d'hygiène par les populations. Le choléra revient du fait que certaines personnes ne respectent plus les règles élémentaires d'hygiène. Donc je rappelle à tous, s'il vous plaît, ne vendez pas les aliments à même le sol. Les fruits sont en ce moment, ne les vendez pas à même le sol. Et si vous avez acheté les fruits, lavez les fruits, mettez un peu d'eau de javel dans l'eau que vous utilisez pour laver les fruits. Faites bien cuire les aliments. Nous aimons aujourd'hui les salades et autres. Faites attention, bien laver chaque feuille de salade. C'est très simple. Sur la 50aine de cas enregistrés, 6 personnes sont décédées. Mais pour les pouvoirs publics, tôt la maladie est dépistée, moins elle conduit à la mort. Si quelqu'un a une diarrhée et autre, sachez que le choléra peut tuer mais peut aussi être guéri immédiatement. Donc amenez la personne très vite en formation sanitaire. Mais déjà, faites-lui boire de l'eau à laquelle vous avez ajouté un peu de citron, du sucre ou un peu de sel, pas de l'eau simple, sinon il va tout perdre également. Ce n'est pas la première fois que le choléra sévit au Cameroun. En 2014, la maladie a fait 74 décès sur 1600 cas signalés dans les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Le grand maître de l'ordre de Malte est arrivé en début de soirée au Cameroun. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Philémon. Le grand maître de l'ordre de Malte entame ainsi une visite officielle de 3 jours au Cameroun. Un tête-à-tête est prévu avec le chef de l'État, Paul Biya, demain, mardi, en mi-journée, au palais de l'Unité à Yaoundé. Ensuite, il se rendra dans un camp de réfugiés dans la région de l'Est. Et il visitera l'hôpital Saint-Jean de Malte à Njombe durant son séjour au Cameroun. Visite officielle de 3 jours. L'ordre de Malte qui a investi sur le plan humanitaire et hospitalier au Cameroun depuis une quarantaine d'années.
D'ici 2050, plus de 100 millions de personnes seront confrontées à l'insécurité alimentaire et aux inondations, une problématique du changement climatique liée à la hausse de température et la montée des eaux de mer. Pour préserver les municipalités camerounaises de ces catastrophes, l'ex-ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, propose l'énergie solaire aux communes, aux municipalités camerounaises. Des précisions avec Dallas Tana et Jean-Paul Chouniat. Au séjour de Ségolène Royal dans le Ndé, Célestine Ketia-Courtez, maire de Banganté et présidente du Refelacam, aborde avec son hôte la question du changement climatique et ses dégâts sur la faune et la flore d'Afrique. La faute aux pays industrialisés. Eux ont utilisé les énergies fossiles et ont pollué la planète, qui sont responsables du réchauffement climatique, et les pays africains qui ne sont pas responsables du réchauffement climatique subissent les conséquences avec justement la chaleur, la sécheresse, les déplacements de population, etc. L'ex-ministre française de l'écologie exige des pays pollueurs le transfert de technologies vers l'Afrique pour réparer ces torts causés au continent. Et Ségolène Royal de proposer le solaire aux municipalités camerounaises pour lutter contre le réchauffement de la planète. Il y a toutes les conditions réunies pour produire de l'énergie solaire. Le Cameroun est très riche en rivières, donc on peut produire de l'énergie hydroélectrique. Et là, au-dessus de nos têtes, avec le soleil, qu'il faut transformer en énergie. Et donc, il y a une exigence de transfert de technologie. C'est vraiment la révolution énergétique qui est en mouvement. Et si rien n'est fait pour l'Afrique, soulignent les climatologues, la température qui augmenterait de 2 à 5 degrés Celsius d'ici 2050, 120 millions de personnes mourront de faim, avec 108 000 victimes des inondations dues à la montée des eaux de mer. Membre de l'Alliance solaire internationale, le Cameroun a signé en 2015 l'accord de Paris sur le climat et ratifié en 2017 les objectifs du développement durable, projet que tient à réaliser le réseau des femmes élues locales d'Afrique. En économie, les travaux de construction du data center de Camtel sont réalisés à un rythme satisfaisant. C'est le constat que fait le directeur général de Camtel, David Koto-Emanet, qui vient d'effectuer une visite de ce projet d'envergure qui va révolutionner l'économie numérique au Cameroun. D'autres détails avec Marcelin Gansop dans ce reportage. À Zamangoué, près de Yaoundé, où l'immeuble sort progressivement des terres, des ouvriers sont à pied d'œuvre. C'est donc un chantier en ébullition qui a reçu la visite du directeur général de Camtel. David Koto-Eman est allé s'assurer du bon déroulement des travaux. Le tour du propriétaire lui a permis de constater qu'aucun obstacle ne se dresse sur le chemin de la réalisation de ce projet d'envergure. Le data center se divise en deux parties, l'infrastructure physique et l'infrastructure informatique IT. Nous sommes à la première partie, l'infrastructure physique, nous sommes à 36%. Donc il contient les bâtiments, les équipements d'énergie, d'environnement, de climatisation. C'est un bâtiment R+1. Comme vous voyez, la dalle du premier niveau est finie. On va atteindre la dalle du second niveau et on va faire la mezzanine. Donc nous comptons ici dans 2 mois et demi finir les travaux, mais nous sommes à 36%. La construction d'un data center est une aubaine pour Camtel, qui entend ainsi jouer à fond sa partition dans le développement de l'économie numérique au Cameroun. C'est un centre de stockage, de traitement, de transmission de données qui permet quand même d'avoir une haute disponibilité et un gain énergétique vraiment très efficace. Ça permet de stocker les données tout à fait de gros volume, de les traiter, de les transmettre vraiment à haut débit. Ce qui permet le développement de l'économie numérique, soit sur le plan du gouvernement, comme il y a le projet Government. Ça va permettre au gouvernement, grâce à la numérisation de beaucoup de documents comme les cartes d'identité, les actes de naissance, tout ce qui concerne les documents administratifs, ça engendre des gros volumes. Ça va permettre à le data center de les stocker, de les traiter, de les transmettre aux usagers en temps réel, en gros volume. L'enjeu est d'autant plus de taille que le projet, une fois achevé, va profiter non seulement au gouvernement, mais également aux organisations, structures et particuliers. On peut entrer dans le domaine même de la santé. On pourra numériser les dossiers cliniques. Donc on ne pourra plus les transmettre sur version papier. On pourra les numériser et un usager pourra, grâce à Internet, trouver son dossier clinique quelque part.
Les travaux de construction du data center de Camtel sont conduits par China Sheiyang International Corporation avec pour entrepreneur Huawei Technology Company Cameroun. Les travaux qui se déclinent en infrastructures physiques et informatiques augurent des lendemains meilleurs dans la mesure où le stockage, le traitement et la transmission des données se feront à la vitesse éclair et avec un gain énergétique très efficace. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous propose de rester sur Equinox. Juste après cette édition du 20h, l'émission Equinox Info Soir se poursuit. Serge Alain Otto avec ses experts qui vont faire le débrief du journal. C'est bien ça, Serge Alain? Oui, effectivement, Cédric Noufelet. Merci. Rendez-vous est pris pour la semaine, pour demain. Effectivement, demain soir. Demain soir, à la même heure. Et les téléspectateurs, quant à eux, vont suivre avec vos experts, journalistes, la présidente de l'UPC, elle-même candidate à l'élection présidentielle, qui vont décrypter les enjeux de cette élection. Elle qui n'a pas encore déposé son dossier de candidature, certainement vous en parlerez. Elle nous dira pourquoi, parce qu'il reste quelques jours. Bon voilà, merci Cédric Noufelet, excellente soirée à vous. Dans un instant, madame, monsieur, le RDPC, le MRC, on a appelé ça la bataille de Marois, on débrief, Jules Dorin Dongo et Grégoire Bamba, le combat perpétuel, et on fera également le point sur la présidentielle, le niveau de dépôt des candidatures au niveau de Elecam, ce sera après ça.